Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Une vague mondiale de risk-on a déferlé alors que les investisseurs pariaient sur une seule idée. La Fed a terminé ses hausses et une baisse pourrait arriver dès décembre. Les actions américaines ont bondi, avec les small caps en tête, signal clair d'un pari sur la baisse du coût de l'argent, malgré des ventes au détail en repli qui annoncent peut-être un ralentissement en cours. L'Europe a suivi grâce à une désinflation rapide qui ramène l'inflation vers 2%. Même si le moral des entreprises allemandes et le budget austère du Royaume-Uni jettent une ombre sur la reprise. En Asie, le Japon a continué de grimper en anticipant la fin de la déflation, tandis que le rallye technologique chinois contraste fortement avec une industrie qui voit ses profits reculer. Avant de courir après la prochaine opportunité ou le prochain trade macro. Pause. Décortiquons ce que les données murmurent et non ce que les gros titres crient. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez des analyses réelles, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 plus grands risques mondiaux susceptibles de prendre les marchés par surprise la semaine prochaine. À ne surtout pas manquer. Bienvenue dans The Deep Dive, le rendez-vous qui décortique les marchés mondiaux pour vous donner une longueur d'avance. Cette semaine, c'était vraiment la fête sur les places financières. Une vague d'optimisme a tout emporté. Le message est clair, la Réserve fédérale américaine va baisser ses taux en décembre. En tout cas, c'est ce que le marché nous dit. On va faire le tour du monde de cette euphorie, des États-Unis à la Chine, en passant par une Europe beaucoup plus mitigée. Notre mission, comprendre si les marchés ne sont pas en train de sabrer le champagne un peu trop tôt. Alors cet optimisme, il est solide ou il repose sur des sables mouvants? C'est toute la question. La semaine a été un parfait exemple de la psychologie actuelle des marchés. C'est ce moment où les mauvaises nouvelles pour l'économie deviennent de bonnes nouvelles pour les actions. C'est ça. On a eu une convergence de signaux. D'un côté, des déclarations de membres de la Fed qui, laissent la porte ouverte à une baisse. Et de l'autre, des données qui montrent que l'économie américaine commence enfin à ralentir. C'est ce cocktail, ce point idéal qui a fait flamber les indices. D'accord. Alors le débat est ouvert. Est-ce que c'est le début du traditionnel rallye de fin d'année ou juste un feu de paille avant que la gravité reprenne ses droits? Commençons donc par l'épicentre du mouvement, les États-Unis. Les chiffres sont assez fous. Le S&P 500 qui prend plus de 3,7%, le Nasdaq qui s'envole de presque 5%, et le clou du spectacle, c'est le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations qui explose de plus de 5,5%. On parle beaucoup du fameux pivot de la Fed. Mais là, on a l'impression que le marché ne l'attend plus. Il le vit déjà. C'est pas un peu présomptueux? C'est un pari, c'est clair. Mais c'est un pari que le marché est en train de gagner pour l'instant. Si on regarde les contrats à terme, une baisse des taux en décembre, c'est quasiment une certitude pour les investisseurs. Plusieurs pièces du puzzle se sont mises en place cette semaine. D'un côté, on a un marché du travail qui reste étonnamment résilient. Les demandes d'allocation chômage sont à un plus bas de 7 mois. Normalement, ça devrait inquiéter la Fed. Exactement. Un marché du travail aussi solide, ça devrait pas justement inciter la Fed à la prudence plutôt qu'à une baisse des taux? C'est ça que je saisis pas. On dirait que les marchés ignorent les données qui vont pas dans leur sens. C'est le paradoxe du moment. Le marché se concentre sur l'autre côté de l'équation, les signes de faiblesse du consommateur. Ah, Et c'est là que ça devient intéressant. La confiance des consommateurs s'effrite. Et surtout, les ventes au détail de septembre, qui ont été publiées avec retard, montrent un vrai coup de frein sur la demande. d'accord. On a aussi eu le livre beige de la Fed cette semaine. C'est un peu son carnet de santé de l'économie, et il confirme ce tableau. Il parle de hausse de prix modeste et d'un emploi qui commence à fléchir dans certaines régions. Pour les marchés, c'est le scénario parfait. Une économie qui ralentit juste assez pour justifier une baisse des taux, mais pas assez pour craindre une récession. D'accord, donc si je comprends bien, le vrai point à surveiller, c'est ce divorce entre un marché du travail qui semble robuste sur le papier et des consommateurs qui commencent à paniquer dans les faits. C'est précisément ça. Et ça suggère quelque chose de plus profond. Les gens s'inquiètent peut-être pas de leur emploi actuel, mais de la valeur de leur salaire face à l'inflation et surtout de la sécurité de leur emploi futur. Mhm.
C'est cette anxiété que les marchés ignorent pour l'instant, trop occupés à célébrer. Cette dynamique a fait chuter les rendements obligataires, ce qui a donné encore plus de carburant aux actions, notamment aux petites entreprises et aux valeurs de l'IA qui sont très sensibles au coût de l'argent. Alors que le marché américain se gave d'espoir, en Europe, c'est une autre histoire. La BCE est beaucoup plus prudente et les gouvernements commencent à serrer la vis. L'ambiance y est plus contrastée, on va dire. Absolument. On retrouve cette même tension entre l'optimisme des marchés et la fragilité de l'économie réelle, mais avec une saveur bien différente. En surface, tout va bien, hein. Le STOXX 600 gagne plus de 2%, le DAX allemand est solide à plus de 3%. Oui. Le moteur de cette hausse, c'est la désinflation. Les chiffres en France, en Espagne, en Italie sont bons. Et on attend lundi la confirmation pour toute la zone euro, probablement autour de 2,2%. C'est une excellente nouvelle pour la BCE qui peut justifier sa pause. Mais le bas de blesse ailleurs. En Allemagne, par exemple, j'ai l'impression que les entreprises et les ménages ne vivent pas sur la même planète. C'est un décalage frappant. L'indice du climat des affaires, le fameux IFO, a chuté de manière totalement inattendue. Les patrons d'entreprise sont franchement pessimistes. Ah oui? Et au même moment, la confiance des consommateurs, elle, remonte un tout petit peu. C'est un signal très contradictoire. C'est étrange. Ça montre que la première économie d'Europe navigue à vue. Mais le vrai choc de la semaine, il vient du Royaume-Uni. L'annonce de la chancelière, Rachel Reeves, 26 milliards de livres de hausse d'impôts. C'est un virage à 180 degrés, quoi. On dirait qu'ils essayent de réparer le toit en pleine tempête. C'est une excellente image. L'OBR, l'organisme de surveillance budgétaire, a été très direct. Ce plan risque de plomber la croissance et de porter la pression fiscale à des sommets inégalés depuis 30 ans. Waouh! Imaginez une voiture qui fonçait vers des baisses d'impôts et qui d'un coup pile et fait un demi-tour brutal. L'onde de choc est considérable. Donc pour l'Europe, le message est clair. La baisse de l'inflation, c'est une bouffée d'air, mais ça ne règle pas les problèmes structurels. D'accord, changeons complètement de décor. Pendant que tout le monde regarde la Fed et la BCE, le vrai séisme monétaire pourrait venir du Japon. Le Nikkei grimpe de plus de 3%. On dirait que le géant endormi est enfin en train de se réveiller. C'est le pari que font de plus en plus d'investisseurs. Pendant des années, le Japon, c'était synonyme de lowflation, cette inflation chroniquement basse, voire négative. Oui. Cette ère semble toucher à sa fin. Le marché se positionne très agressivement pour une normalisation de la politique de la Banque du Japon, la BOJ, et ce, dès le mois de décembre. Déjà en décembre. Oui. Plusieurs signaux le confirment. L'inflation de base à Tokyo reste forte à 2,8%. Et surtout, le marché obligataire s'est tendu comme un arc. Le rendement de l'obligation japonaise à 10 ans a frôlé ses plus hauts niveaux en 17 ans. C'est le signe que le marché ne croit plus du tout au statu quo. Mais attendez, au même moment, le gouvernement annonce un plan de relance massif de 21,3 billions d'yens. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps, non? Comment ça peut fonctionner? Vous mettez le doigt sur la contradiction fondamentale du Japon aujourd'hui. D'un côté, la BOJ est poussée à resserrer sa politique pour la première fois depuis une éternité. De l'autre, le gouvernement continue d'inonder l'économie d'argent pour soutenir une croissance encore fragile. Et la dette dans tout ça? Eh bien, la conséquence, c'est que la dette publique, qui est déjà la plus élevée du monde développé, va encore exploser. Le Japon est à un tournant historique, c'est certain, mais c'est une situation à double tranchant. Fascinant. Terminons ce tour du monde en Chine. Là, on a l'impression d'être dans un univers parallèle. L'économie réelle patine, mais les indices boursiers progressent. Le CSI 300 et le Hang Seng sont bien dans le vert. Quel est le film que les investisseurs sont en train de regarder? Ils ont décidé de regarder un autre film que celui de l'économie réelle. C'est une déconnexion quasi totale. D'un côté, vous avez les données macro, les bénéfices industriels ont rechuté de 5,5% en octobre. Ah oui, quand même. Ça a anéanti le petit rebond des 2 mois précédents. C'est le signal que l'économie réelle reste très fragile. Et de l'autre, vous avez les marchés qui sont emportés par un seul thème, l'intelligence artificielle et la tech. C'est un écho direct de ce qui se passe au Nasdaq. C'est donc un rallye qui repose entièrement sur l'espoir. L'espoir d'un futur plan de relance de Pékin ou d'une révolution technologique? Exactement. C'est un vote de défiance envers le présent et un acte de foi presque aveugle en l'avenir. Les investisseurs ignorent volontairement la faiblesse actuelle pour parier sur un deus ex machina politique ou technologique. C'est dangereux ça. Très. Parce que si le soutien massif de Pékin n'arrive pas à temps,
ou si l'enthousiasme pour l'IA retombe, l'atterrissage pourrait être brutal. Pour l'instant, le consensus reste que l'objectif de 5% de croissance pour 2025 sera atteint. Mais le 4e trimestre s'annonce difficile. Le marché chinois est suspendu à un fil. Parfait, ce tour du monde dresse un tableau très clair. Le décor est planté. Maintenant, la semaine qui vient s'annonce comme une semaine de vérité, avec une avalanche de données. Passons en revue les moments clés qui pourraient confirmer ce rallye ou le faire dérailler complètement. L'agenda est extrêmement dense, Willy. Ça commence dès lundi en Chine avec les indices PMI manufacturiers. C'est le premier test pour savoir si la faiblesse de l'industrie se confirme ou pas. D'accord. Le même jour et mercredi, les États-Unis publient leurs indices ISM pour l'industrie et surtout les services. Ça va donner une image très fraîche de l'état de l'économie. Et puis mardi, tous les yeux seront rivés sur l'Europe. Pour le chiffre de l'inflation, j'imagine. C'est le chiffre qui peut tout changer pour la BCE. Absolument, on aura le chiffre flash de l'inflation de novembre pour toute la zone euro. Si, comme attendu, il est proche de 2,2%, la BCE pourra souffler. S'il surprend à la hausse, la pression reviendra immédiatement sur elle. Mardi également, on surveillera la confiance des consommateurs au Japon. Et puis vendredi, ce sera le grand final aux États-Unis. La journée la plus importante de la semaine, sans doute. Sans le moindre doute, on aura 3 publications majeures. D'abord, l'indice des prix PCE, c'est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed. C'est une mesure plus fine que l'IPC classique. D'accord. Ensuite, on aura les revenus et les dépenses des ménages pour voir si le consommateur tient le coup. Et enfin, la confiance de l'Université du Michigan. Cette seule journée de vendredi pourrait dicter la tendance pour toute la fin de l'année. Très bien. Pour aider tout le monde à s'y retrouver dans cette jungle de données, résumons les 5 points chauds, les 5 risques majeurs qui pourraient faire basculer les marchés la semaine prochaine. Le premier risque, c'est une douche froide de la part de la Fed. Si les données de vendredi, l'ISM des services ou l'inflation PCE, sont trop fortes, le marché comprendra que son pari sur une baisse des taux en décembre était une erreur. Et là, la correction serait violente. D'accord. Le deuxième risque nous ramène en Europe ? Oui, une mauvaise surprise sur l'inflation européenne. Un chiffre plus élevé que prévu mardi, ça remettrait en question le discours de la BCE et ça pourrait raviver les craintes. Ce serait très mal perçu. Troisième point, la Chine. Une grosse déception sur les PMI chinois lundi. Si les données manufacturières sont vraiment mauvaises, ça pourrait saper le rallye technologique et rappeler brutalement aux investisseurs la fragilité de la reprise. Quatrième risque, le Japon. Une action ou une déclaration surprise de la Banque du Japon. Tout ce qui pourrait indiquer une hausse des taux imminente secouerait non seulement le marché japonais, mais les marchés obligataires mondiaux. Ah oui ? Des milliards de capitaux japonais pourraient être rapatriés. Ça créerait des turbulences partout. Et enfin, le cinquième et dernier risque, Evan Nadir. L'épuisement final du consommateur américain. Les données de vendredi sur les dépenses sont capitales. Si elles confirment que le moteur de l'économie mondiale est en train de caler, la peur de la récession prendrait le dessus sur l'espoir de baisse des taux. Et là, le récit changerait complètement. Parfait. En résumé, novembre se termine sur une note d'euphorie, mais la partie est loin d'être gagnée. La première semaine de décembre, ça va être un test de réalité grandeur nature pour les marchés. C'est exactement ça. On assiste à un bras de fer permanent entre le ralentissement de la croissance et les politiques des banques centrales. Le consensus actuel, qui table sur un atterrissage en douceur parfait, il est très fragile. Il faut s'attendre à plus de volatilité. Ce qui nous amène à notre pensée finale. Les marchés célèbrent déjà la fin des hausses de taux, comme si la victoire était totale et sans douleur. Mais la vraie question pour décembre, c'est celle-ci. Si la croissance ralentit trop vite, la fête ne risque-t-elle pas de se transformer en un réveil très difficile ? Le grand défi des banques centrales, ça reste de réussir cet atterrissage en douceur, sans qu'un des 5 risques qu'on vient de citer ne vienne gripper les moteurs en plein vol. Vous êtes encore là? Alors, vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.